Le matin du 3 octobre 1988 commença comme tous les autres dans la petite ville de Saint-Émilion, en pleine campagne française. Les ruelles étroites embaumaient encore le parfum humide des vignes, et le ciel, voilé de nuages épais, annonçait une journée froide. La ville vivait au rythme du vin, des traditions et du silence, un silence qui, jusqu'à ce jour, n'avait jamais dérangé personne. Claire Durez, 16 ans, descendait la rue principale à toute vitesse en direction du lycée municipal. Elle portait le manteau bleu que sa mère insistait pour qu'elle mette à l'automne et un sac à dos usé par des années d'utilisation. Elle ne différait en rien des autres adolescents du quartier, studieuse, timide, et son sourire n'apparaissait que lorsqu'elle se sentait en sécurité. Ce matin-là, pourtant, Claire semblait mal à l'aise. Elle se retournait sans cesse, comme si elle craignait d'être suivie. À petits pas, elle accéléra le pas et traversa le pont qui séparait le quartier résidentiel du centre-ville. À l'autre bout de la ville, tandis que Claire marchait, un homme observait l'activité à travers la fenêtre d'une cave à vin traditionnelle. Il s'appelait Étienne Roux, propriétaire d'un des plus anciens domaines viticoles de la région. Il était connu pour sa rigueur, son discours mesuré et sa réputation irréprochable. Âgé de 47 ans à l'époque, il consacrait chaque instant de sa vie à la production de vin et au prestige de sa famille. Il était respecté et craint. Certains habitants murmuraient qu'il avait un tempérament imprévisible, mais personne n'osait le contredire. Après tout, Étienne était un pilier économique de la ville. Ce matin-là, Claire fut aperçue pour la dernière fois. Elle passa devant la cave à vin d'Étienne à 7h42, selon un boulanger qui la vit plus tard depuis la porte de sa boutique. Après cela, plus aucun témoin. Claire disparut tout simplement. Elle n'arriva pas à l'école, elle ne rentra pas chez elle. Sa mère, désespérée, contacta la police quelques heures plus tard. Les recherches mobilisèrent toute la ville. Des volontaires ratissèrent champs, vignes, sentiers et rivières. Des hélicoptères survolèrent la zone. Des chiens renifleurs fouillèrent chaque rue. Mais rien, aucune trace, aucun objet, aucun signe. La disparition devint le plus grand mystère de l'histoire de la ville. Pour beaucoup, Saint-Émilion perdit son innocence ce jour-là. Les habitants commencèrent à verrouiller leurs portes, à limiter les déplacements des enfants et à se soupçonner les uns les autres. La ville, jadis paisible, devint un lieu où régnait la peur. Au cours des semaines et des mois qui suivirent, les rumeurs commencèrent à se répandre. Certains disaient que Claire avait fugué, d'autres croyaient à un enlèvement. Certains évoquaient des crimes plus sombres, mais rares étaient ceux qui osaient exprimer de telles idées publiquement. Parmi les suspects informels, Étienne Roux était mentionné à voix basse. Aucune preuve, aucun indice. Seule la présence de sa cave à vin sur le chemin de Claire et son caractère réservé alimentaient les spéculations. La police l'interrogea même brièvement, mais écarta toute implication. Étienne garda le silence face à la tragédie, poursuivant ses habitudes comme si de rien n'était. Pour certains, c'était un signe de froideur. Pour d'autres, simplement la nature réservée d'un homme habitué à la discipline. Le temps passa. L'enquête s'enlisa. Les affiches à l'effigie de Claire, jadis placardées à chaque coin de rue, se décolorèrent sous la pluie et le soleil. La ville tenta de tourner la page sans jamais oublier. La mère de Claire, Madeleine Duré, continuait de conserver la chambre de sa fille intacte, comme si elle pouvait revenir à tout instant. Son père, Henri, se plongeait dans son travail pour supporter sa douleur. Tous deux refusaient d'accepter la mort de leur fille, même si tous ceux qui les entouraient y croyaient déjà. 14 ans se sont écoulés. Saint-Émilion a changé. La modernisation a amené de nouveaux touristes, de nouvelles entreprises, de nouveaux visages. Mais la cave d'Étienne est restée pratiquement la même, solide, ancienne, silencieuse. En 2002, d'importants travaux de rénovation ont débuté au sous-sol du domaine. Des ouvriers ont été embauchés pour agrandir l'espace de stockage. Personne n'aurait pu imaginer que, sous la terre froide et compacte, un secret enfoui depuis des années allait être révélé. Le matin du 17 avril, alors qu'ils fouillaient une ancienne partie de la cave à vin, les ouvriers firent une découverte étrange.
La terre semblait différente, plus meuble, comme si elle avait déjà été remuée. L'un d'eux appela le contremaître et quelques minutes plus tard, ils décidèrent de creuser plus profondément. C'est alors que l'horreur se révéla. Parmi des planches pourries et des lambeaux de tissu, des ossements humains commencèrent à apparaître. La nouvelle se répandit dans la ville en quelques heures, ravivant des souvenirs et des craintes enfouies. La police boucla immédiatement le quartier. Des experts furent appelés sur place. Et silencieusement, une question commença à résonner à nouveau dans les ruelles étroites de la ville. S'agirait-il des restes de Claire Durez? Le passé était sur le point d'être exhumé au sens propre du terme. Et personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Lorsque la police a confirmé que les restes retrouvés dans la cave appartenaient à une jeune femme d'environ 15 à 17 ans, Saint-Émilion a de nouveau été plongé dans un état de choc collectif. La confirmation officielle de son identité dépendait encore d'examens plus approfondis, mais pour beaucoup, il n'y avait plus de doute. Claire Durez avait enfin été retrouvée. Cette affaire a rouvert de vieilles blessures et d'anciens personnages sont revenus au cœur de l'histoire. L'enquêtrice chargée de la nouvelle phase de l'enquête était Camille Laurent, 32 ans, récemment mutée dans la région. Contrairement aux policiers qui avaient travaillé sur la disparition initiale, Camille n'avait aucun attachement particulier à la ville. Méthodique et observatrice, elle était réputée pour son sens du détail, un atout que ses collègues disaient infondé. Elle ne croyait pas aux coïncidences, ce qui la rendait persévérante. La découverte des restes humains a fait de l'affaire une priorité nationale, et Camille savait que tous les regards étaient désormais tournés vers elle. En arpentant les rues historiques de Saint-Émilion, Camille s'imprégnait de l'atmosphère si particulière de la ville. Les bâtiments médiévaux en pierre, les ruelles étroites et les vignobles s'étendant à perte de vue semblaient posséder une beauté paisible, mais aussi une part d'ombre. Le passé était enfoui dans chaque couche du sol, parfois au sens propre. La ville était réputée pour ses caves souterraines, ses tunnels et ses grottes naturelles, utilisées pendant des siècles pour la conservation du vin. Nombre de ces structures étaient si anciennes qu'elles ne figuraient plus sur les cartes officielles, ce qui offrait un cadre idéal au tourisme et au développement de secrets. Entre-temps, la nouvelle parvint aux Durez. Madeleine, le visage désormais marqué par de profondes rides et des yeux fatigués, reçut l'appel assise dans la même cuisine où, des années auparavant, elle avait attendu des nouvelles de sa fille. Le choc la traversa comme une décharge électrique, mais en même temps, il lui apporta un étrange soulagement, enfin quelque chose de concret. Henri resta immobile de longues secondes, tentant de saisir la portée de cette révélation. Le couple, qui s'était déjà éloigné émotionnellement au fil des années, se retrouva contraint de raviver une douleur jamais vraiment apaisée. De l'autre côté de la ville, Étienne Roux accueillit l'annonce par le même silence qui l'accompagnait depuis 1988. Il avait pris un coup de vieux. Ses cheveux gris, son visage austère et son regard sombre composaient l'image d'un homme qui avait vieilli intérieurement. Sa cave à vin, toujours florissante, était un symbole de prestige et de tradition. Mais à présent, avec la découverte dans le sous-sol de sa propriété, la réputation patiemment bâtie pendant des décennies était en jeu. Même sans inculpation formelle, chacun savait qu'il serait de nouveau interrogé. Et cette fois, la ville n'était pas prête à accepter des réponses évasives. Parmi les habitants, de vieilles histoires refirent surface. Certains se souvenaient qu'au moment de la disparition, Étienne avait congédié plusieurs employés sans ménagement. D'autres évoquaient des bruits et des mouvements inhabituels à la cave, les nuits suivant la disparition de Claire. Rien n'avait été prouvé à l'époque, mais 14 ans plus tard, chaque détail prenait un sens nouveau. Camille décida de commencer par consulter à nouveau le dossier original. Elle y découvrit des failles évidentes dans l'enquête de 1988, des interrogatoires superficiels, un manque de suivi des témoins et une étrange précipitation à classer certaines pistes. La police avait subi des pressions pour conclure que la jeune femme avait fugué de son plein gré, une hypothèse qui n'avait jamais convaincu ses parents. De plus,
Camille a constaté une forte dynamique culturelle. À Saint-Émilion, le statut et la tradition exerçaient une influence discrète. Les domaines viticoles étaient bien plus que de simples entreprises. Ils étaient des symboles de pouvoir. Les vieilles familles, comme les Roux, entretenaient des liens intergénérationnels, mêlant économie, politique et réputation. C'était un monde où s'exprimer pouvait signifier perdre son emploi, sa stabilité, voire sa sécurité. Ce code social expliquait en partie le silence qui a entouré l'affaire pendant tant d'années. Contacté pour une nouvelle interview, Henri a révélé un détail qui n'avait jamais été approfondi. Quelques jours avant sa disparition, Claire avait confié se sentir observée sur le chemin de l'école. Elle ne voulait pas inquiéter ses parents et avait minimisé l'incident, mais à présent, cette phrase prenait tout son sens. Qui pouvait bien suivre une adolescente en apparence si ordinaire? Un nouveau personnage est apparu dans cette phase de l'enquête. Luc Marchand, aujourd'hui âgé de 30 ans. Il n'avait que 16 ans lorsque Claire a disparu et fréquentait le même établissement scolaire. Toujours discret, il était devenu ces dernières années guide touristique spécialisé dans les caves historiques de la région. Lors d'un entretien, il a révélé qu'en 1988, il avait vu Claire parler à quelqu'un près de la cave Roux, un homme âgé, grand et à l'allure rigide. Il n'en avait jamais parlé auparavant car, selon ses propres termes, à cette époque, personne ne voulait entendre parler de la famille Roux. Ce récit attira immédiatement l'attention de Camille. Le silence de la ville n'était pas seulement dû à la peur, c'était aussi une protection. Mais une protection contre qui et pourquoi? Dès lors, il devint évident que Claire n'était pas simplement victime d'une disparition fortuite. Il y avait des liens, des motivations cachées et un monde de secrets enfouis sous les pavés de la paisible Saint-Émilion. Et maintenant, tout commençait à se dévoiler. La nouvelle de la découverte dans le vignoble a fait grand bruit dans tout le pays. Journalistes, caméras et curieux ont commencé à sillonner les rues étroites de Saint-Émilion, perturbant le quotidien de la ville. La pression sur la police s'est accrue et Camille a senti le poids des responsabilités s'intensifier. Le moindre faux pas risquait de compromettre non seulement les recherches, mais aussi la confiance d'une famille qui attendait des réponses depuis 14 ans. La première action de Camille fut de convoquer Étienne Roux pour un interrogatoire formel. Il se présenta au commissariat, le dos droit comme à son habitude, vêtu d'un costume impeccable, comme s'il se rendait à une réunion d'affaires. Assis devant l'inspecteur, il garda un regard ferme, froid et impassible. « Vous insinuez que j'ai un lien quelconque avec ça ?» demanda-t-il, sur un ton mêlant indignation et arrogance. Camille a répondu sans hésiter. « J'enquête sur un crime, et le corps a été retrouvé sur votre propriété. » La tension entre les deux hommes fut immédiate. Étienne insista sur le fait qu'à ce moment-là, le domaine viticole était en travaux et que plusieurs zones étaient fermées. Il affirma n'avoir jamais vu Claire, ne lui avoir jamais parlé et ne pas pouvoir expliquer comment des restes humains avaient pu se retrouver là. Ses avocats soulignèrent que la propriété était vaste et comportait d'anciennes zones souterraines non répertoriées. Techniquement, n'importe qui aurait pu accéder au tunnel, mais quelque chose dans son comportement attira l'attention de Camille. Il ne manifestait aucune surprise, ni véritable indignation, juste de l'irritation face au désordre. Entre-temps, Camille décida d'élargir le champ de l'enquête en interrogeant d'anciens employés du domaine. Certains refusèrent de parler. D'autres se montrèrent nerveux. Finalement, l'un d'eux, Jacques Lenoir, admit qu'en 1988, il avait été licencié sur le champ après une dispute avec Étienne au sujet de mouvements étranges dans la cave au petit matin. Jacques déclara avoir entendu des bruits métalliques et des pas précipités près de l'endroit où le corps avait été découvert. Mais, après en avoir parlé à son supérieur, il avait été renvoyé sans explication. Lorsque Camille lui demanda pourquoi il ne l'avait jamais signalé, Jacques répondit d'une voix tremblante « Personne n'osait défier les Roux. J'avais une famille à faire vivre. » Ce témoignage a renforcé une perception grandissante. Le silence à Saint-Émilion n'était pas une coïncidence, mais un accord tacite. Pendant ce temps, Henri et Madeleine luttaient contre le déferlement médiatique et leur chagrin.
Madeleine commença à éviter de sortir de chez elle. Henri, quant à lui, entreprit de chercher des réponses par lui-même. Il fouilla dans les vieux papiers, les journaux intimes et les affaires de sa fille. C'est alors qu'il découvrit un carnet aux notes éparses. Parmi des phrases et des dessins épars, un passage attira son attention. Il a dit qu'il voulait me reparler. « Je ne veux pas passer devant la cave à vin demain. » Henri a immédiatement remis le carnet à la police. Camille a recoupé ses informations avec le témoignage de Luc Marchand et a constaté un lien évident. Claire ne se sentait pas seulement observée, elle était en réalité approchée. L'enquêtrice a alors demandé l'accès aux relevés bancaires et aux documents du domaine viticole de la famille Roux, relatifs à l'année 1988. À sa grande surprise, elle a découvert qu'Étienne avait effectué un retrait d'espèces important exactement 2 jours avant sa disparition. Aucun document ne permettait de retracer la destination de cet argent, ni facture, ni reçu. Confronté à cette information, Étienne a simplement répondu « Ce sont de vieux dossiers. Je n'ai aucune raison de m'en souvenir. » La froideur avec laquelle il a dit cela n'est pas passée inaperçue. Dans les jours qui suivirent, un autre élément changea le cours de l'enquête. Un premier examen médico-légal révéla que, parmi les restes humains retrouvés, se trouvaient des fragments de tissu semblant provenir d'un vêtement masculin, probablement un manteau de laine sombre. Ce vêtement n'appartenait pas à la victime. Cela indiquait que quelqu'un était présent sur les lieux lors de l'inhumation improvisée. Camille a commencé à recenser toutes les personnes ayant eu accès au domaine viticole à cette époque. Parmi elles, un nom inattendu est apparu. Pierre Roux, le fils d'Étienne, alors âgé de 20 ans. Pierre étudiait à Bordeaux en 1988 et se rendait rarement en ville, mais les archives indiquaient qu'il était présent au domaine viticole la semaine de la disparition. Pierre n'a jamais été mentionné dans l'enquête initiale. Camille tenta de le contacter, mais apprit que son fils avait quitté la France des années auparavant et vivait désormais dans une région isolée de Norvège. Cette disparition volontaire, associée au silence du père, éveilla les soupçons. Pourquoi quelqu'un menant une vie stable disparaîtrait-il ainsi, juste après un crime non élucidé? Entre-temps, Luc Marchand commença à manifester des signes de malaise. Il se mit à éviter la police et un jour, alors qu'il guidait un groupe de touristes à travers les tunnels historiques de la ville, il fut victime d'une crise d'angoisse. Un collègue rapporta qu'avant de s'évanouir, Luc murmura « Elle était en bas. » J'ai entendu dire. Cette phrase frappa Camille comme un coup de poing. Luc en savait plus qu'il ne l'avait admis. La chercheuse décida de le suivre discrètement. Elle découvrit que chaque nuit, il empruntait une entrée secondaire d'anciens tunnels souterrains, des tunnels reliant plusieurs caves, dont celle des Roux. Ces passages secrets formaient un labyrinthe de pierres sombres et oubliées, capables de dissimuler n'importe quoi, même un corps. Et à ce moment-là, Camille réalisa la disparition de Claire n'était pas un événement isolé. Cela faisait partie de quelque chose de plus vaste, un réseau de secrets enfoui sous la ville, impliquant pouvoir, silence et peut-être plus d'un coupable. Le conflit commençait à peine à se manifester. Avec la découverte des tunnels souterrains et le comportement erratique de Luc Marchand, Camille comprit que l'enquête ne pouvait se limiter à la surface, ni au sens propre ni au sens figuré. Saint-Émilion, avec ses caves interconnectées, recelait bien plus que du vin et des traditions. Elle recelait des histoires, elle recelait des peurs, elle recelait des pactes. La première intrigue secondaire est apparue lorsque Camille a demandé de vieux plans de la ville. Elle a découvert qu'au XIXe siècle, plusieurs caves à vin étaient reliées par des passages secrets utilisés pour le transport clandestin en temps de guerre. Certains de ces passages étaient restés intacts et accessibles, bien qu'oubliés. L'un d'eux, le plus long, reliait directement la cave à vin des Roux au sous-sol d'un bâtiment qui, en 1988, servait d'internat improvisé pour des enfants de familles rurales. Claire y a étudié. Cette révélation a ouvert une nouvelle possibilité. Claire aurait pu être emmenée sans être vue par des passages souterrains dont personne d'autre ne se souvenait. La seconde intrigue concernait Luc. Après sa crise,
Camille parvint enfin à obtenir un entretien formel. Cependant, arrivée chez lui, elle trouva le jeune homme dans un état émotionnel fragile, évitant son regard. Il affirma que, des années auparavant, lors d'une exploration interdite des tunnels avec d'autres adolescents, il avait entendu des bruits, des voix étouffées, des pas et ce qui semblait être des pleurs. À l'époque, il avait cru que c'était son imagination. Mais le lendemain, Claire avait disparu, et il n'avait jamais oublié ce bruit. Luc révéla aussi quelque chose qu'il n'avait jamais confié à personne. Un jour, alors qu'il guidait des touristes dans les tunnels, il avait trouvé une porte en bois condamnée par de vieilles planches. Il n'avait pas eu le courage de l'ouvrir. Il avait dit avoir senti une odeur étrange, un mélange de moisie et de métal. Peur? Culpabilité? Ou un secret plus profond? Camille consigna tout par écrit, comprenant que Luc portait un traumatisme profond, peut-être lié non seulement à sa disparition, mais aussi à son propre silence. Entre-temps, Madeleine, rongée par les souvenirs, sollicita Henri pour une requête inattendue. Elle souhaitait visiter la cave des Roux. Henri refusa catégoriquement. Il n'y avait aucune raison de revivre cette scène, selon lui. Mais Madeleine insista. Un pressentiment lui disait que la réponse qu'elle n'avait jamais trouvée s'y trouvait. Cette insistance raviva d'anciennes tensions au sein du couple, une intrigue secondaire émotionnelle qui révéla les séquelles de la tragédie. Là où Henri cherchait la distance, Madeleine cherchait la confrontation. Là où il tentait d'oublier, elle refusait de lâcher prise. La troisième intrigue secondaire est apparue lorsque Camille a reçu des documents confidentiels concernant la famille Roux. Pierre, le fils disparu, avait été brièvement admis dans une clinique psychiatrique en 1989, quelques mois après la disparition de Claire. Le diagnostic était vague, troubles du comportement, accès d'agressivité, insomnie. Il n'y avait aucun antécédent psychiatrique. L'hospitalisation fut de courte durée. Par la suite, Pierre a quitté le pays. Son dossier médical mentionnait une phrase qu'il avait prononcée lors d'une crise. « Je ne voulais pas faire ça ». La question qui s'est inévitablement posée était « que faire ?» Alors que Camille tentait de retrouver Pierre en Norvège, un autre problème surgit. Les médias commencèrent à spéculer sur la responsabilité d'Étienne et de son fils, alimentant les rumeurs et provoquant des manifestations devant le domaine viticole. Les habitants étaient divisés, certains blâmaient la famille, d'autres criaient à la persécution. Ces tensions sociales accentuèrent la pression sur Camille, transformant l'enquête en un véritable spectacle public. Puis vint la quatrième intrigue secondaire, et peut-être la plus inattendue. L'analyse des restes trouvés près des ossements a révélé aux experts des fragments de verre foncé semblables à des bris de bouteilles de vin et des traces d'une substance chimique utilisée pour la conservation. Ce n'est pas une découverte fortuite. Cela suggère que le corps ou une partie de celui-ci avait été en contact avec un récipient, peut-être entreposé temporairement avant l'inhumation. Ces éléments ont soulevé une théorie troublante. Et si Claire n'était pas morte sur le coup, et si elle avait été retenue prisonnière quelque part pendant un certain temps avant d'être cachée? La tension narrative s'intensifia lorsque Camille retourna dans les tunnels avec une équipe spécialisée. Après des heures d'exploration, ils trouvèrent la porte mentionnée par Luc. Elle était recouverte de couches de poussière et de bois pourri. En l'ouvrant, ils découvrirent une petite chambre souterraine, cernée de parois de roches froides. Une odeur ancienne y persistait, presque palpable. Au centre, des restes de meubles brisés et une chaîne rouillée fixée au mur. Rien de concluant, mais de quoi alimenter de sombres hypothèses. Camille n'a pas exprimé ses soupçons, mais une chose était claire, cet endroit n'était pas un simple entrepôt abandonné. Il semblait avoir servi, à un moment donné, à emprisonner quelqu'un. Les intrigues secondaires s'entremêlent désormais, créant un tableau inquiétant. Tunnels reliant l'école à la cave à vin. Luc souffre de souvenirs traumatiques et d'une peur paralysante. Pierre, avec des antécédents de troubles psychiatriques et une évasion soudaine. Une possible chambre de confinement. Le silence de la ville. Et surtout, une question de plus en plus importante. Claire était-elle seulement la première
À chaque révélation, le temps semblait s'accélérer. Camille sentait qu'elle était confrontée à quelque chose d'explosif, quelque chose qui avait été contenu pendant des années et qui menaçait maintenant de surgir avec une force dévastatrice. L'horloge narrative commençait à marquer non seulement le passé, mais aussi le présent. Les jours qui suivirent la réapparition du carnet, un silence pesant s'installa dans la maison. Madeleine évitait d'en parler, mais Jean remarqua qu'elle devenait de plus en plus agitée. Elle dormait mal, fermait les portes à clé et toutes les fenêtres avant la nuit, comme si elle craignait quelque chose d'invisible. Le troisième jour, quelque chose de nouveau se produisit. La cave à vin prend la parole. Au petit matin, Jean redescendit à la cave à vin. Il emportait une lampe torche et un enregistreur rudimentaire. Il comptait enregistrer le moindre son, le moindre détail qui pourrait s'avérer utile. Les marches en bois grinçaient sous ses pieds et la température en bas était étrangement basse, comme si cette pièce n'appartenait pas à la même maison. Lorsqu'il éclaira le sol, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Le cahier était maintenant ouvert. Il était ouvert à une page qu'il était absolument certain de ne pas avoir touchée. Au centre, un dessin réalisé au crayon. Une porte. Un enfant se tenait devant elle, et derrière eux des silhouettes sans visage. Tout en bas, une phrase tremblante, presque raturée. « Ils veulent que je revienne ». Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il faillit laisser tomber sa lampe torche, mais il réalisa alors autre chose, de petites empreintes de pieds nus imprimées dans la poussière du sol de la cave. Des empreintes de pas qui menaient de la porte au carnet. Et puis il retournait au mur de pierre, où il n'y avait rien, comme si quelqu'un avait franchi le seuil pour se retrouver dans un endroit qui ne devrait pas exister. La cassette audio. Le lendemain, Jean écouta l'enregistrement. Pendant de longues minutes, le silence seulement. Mais dans les 12 dernières secondes, un souffle faible, enfantin, et une voix, presque un murmure étouffé. « Je ne suis pas seul. » La voix était faible, mais suffisamment claire pour que Jean sente son estomac se nouer. Il a reconnu ce ton. On aurait dit la voix de Camille, l'étudiante disparue 14 ans plus tôt. L'impossible. Quand elle montra l'enregistrement à Madeleine, celle-ci devint livide. Sans dire un mot, elle alla à un tiroir et en sortit une vieille enveloppe jaunie. À l'intérieur, une photo de 1988, la classe de Camille. Madeleine désigna la petite fille dans le coin droit en souriant timidement. « Voici Camille, et cette voix est la sienne. » Jean déglutit difficilement. « Mais c'est impossible. Elle aurait 28 ans aujourd'hui. » Madeleine répondit par un regard vide et impassible. « Alors qui parle comme s'il avait encore 14 ans ?» Silence. La seule réponse est venue du domaine viticole. L'inexplicable ne faisait que commencer. Ce même soir, après avoir écouté l'enregistrement pour la 10e fois, Jean réalisa que Madeleine était étrangement calme. Ce n'était ni de la peur ni du choc. C'était comme si elle savait déjà, ou du moins soupçonnait, quelque chose depuis longtemps. Il s'approcha. « Madeleine, qu'est-ce que tu me caches ?» Elle resta silencieuse quelques secondes, fixant la porte de la cave fermée, comme si elle craignait que quelque chose puisse l'entendre. Puis, à voix basse, il a avoué « La famille de Camille n'a jamais raconté toute l'histoire de sa disparition. » Jean fronça les sourcils, comme ça. Madeleine prit une profonde inspiration, comme si elle décidait de rouvrir une vieille blessure. Une visite en 1988. Elle raconta que 2 semaines avant la disparition, elle et ses parents avaient été invités à dîner chez les parents de Camille. Ce fut un dîner étrange, trop formel, trop silencieux. Les parents de Camille, Pierre et Héloïse Martin, étaient nerveux et échangeaient des regards tendus tout au long du repas. À la fin de la nuit, quelque chose s'est produit. Camille, pâle, avec de profondes cernes sous les yeux, tenait le bras de Madeleine et murmura « Ils veulent m'emmener ». Madeleine, qui n'avait que 14 ans à l'époque, pensait que Camille parlait de camarades de classe, d'un groupe, peut-être de harcèlement. Elle n'y a pas prêté plus d'attention que cela. Mais maintenant, le sens était différent. Une chambre interdite. Pendant ce dîner, Madeleine se rendit à la salle de bain à l'étage.
Dans le couloir, elle aperçut une porte entr'ouverte donnant sur une pièce sombre et vide, dont le sol était couvert de symboles dessinés avec une encre sombre, presque noire. Au centre de la pièce, une chaise face au mur, et dessus, accroché comme un avertissement, un carnet identique à celui qui se trouvait maintenant dans sa cave. Madeleine ne l'a jamais touché. Elle n'en a jamais parlé, jusqu'à maintenant. Jean sentit son sang se glacer. « Avez-vous vu le même cahier ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Et sur ce mur, il y avait le dessin de la même porte. La porte que Camille avait vue, la même que celle du carnet. Le dernier contact. Madeleine a révélé quelque chose d'encore plus troublant. La veille de sa disparition, Camille l'a appelée. Sa voix tremblait, elle semblait fiévreuse. « Si je disparais, ne laissez personne ouvrir ce qui est enterré dans la nouvelle maison. » Les yeux de Jean s'écarquillèrent. Maisonneuve, la maison qui était désormais la leur, la Casa Hondo Caderno a réapparu. La question qui ne va pas disparaître. Jean sentit sa gorge s'assécher. « Madeleine, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Elle répondit sans le regarder. « Parce que je l'ai promis. Je l'ai promis aux parents de Camille et à Camille elle-même. » Jean resta immobile. Qu'a-t-il promis? Madeleine détourna le regard. Son visage était déformé par une terreur authentique. « J'ai promis de ne jamais descendre à la cave et de ne jamais laisser personne ouvrir ce qui s'y cache. » Silence. Et puis, 3 coups lents se firent entendre depuis la cave, comme si quelqu'un de l'autre côté du mur demandait à entrer. Les 3 coups résonnèrent comme si le bois de la maison possédait sa propre structure. Jean et Madeleine se figèrent. Aucun des deux n'osa respirer. Lorsque le silence revint, Jean prit une décision. « Je dois voir ce qu'il y a en bas. » Madeleine lui serra le bras fermement. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas qu'un secret, c'est un avertissement. » Mais Jean ne pouvait plus reculer. La curiosité avait vaincu la peur, et une petite voix intérieure lui disait que cette histoire ne concernait pas seulement le passé, mais aussi le présent. Et peut-être, à propos de quelqu'un qui était encore là. Le symbole au sol. Il descendit à la cave avec une pelle, une lampe torche et un magnétophone. Cette fois, en éclairant le sol, il remarqua quelque chose d'inédit. La poussière formait désormais un motif circulaire, comme si quelqu'un avait passé des jours à tracer un symbole, de l'intérieur vers l'extérieur. Au centre du cercle, presque imperceptible, se trouvait une fissure linéaire dans le sol en pierre, comme une cicatrice. Jean s'agenouilla. Il passa ses doigts dessus, et il sentit la pierre vibrer, comme un pouls. Le bruit sous terre. Soudain, quelque chose de vivant, rampa sur la dalle. Ce n'était ni un animal, ni un humain. Le bruit ressemblait au glissement de pieds nus sur la pierre froide. Jean recula d'un pas. La fissure s'est élargie. La terre l'a cachée, mais ne l'a pas effacé les mains tremblantes. Il commença à enlever la poussière autour de la fissure. Il y avait du vieux ciment, des copeaux de bois, puis, sous une fine couche de terre sombre, il découvrit quelque chose de dur, quelque chose de rectangulaire. En creusant davantage, on découvrit un couvercle métallique rouillé, de la taille exacte d'une boîte de classement scolaire. Sur le dessus, une inscription au stylet « Ne pas ouvrir ». Jean sentit son cœur s'emballer. « Ne l'ouvrez pas ». Les mêmes mots que Camille avait prononcés lors du dernier appel. Madeleine apparut en haut des escaliers, pâle. « Jean, s'il te plaît, monte, ferme ça, maintenant. » Mais il ne pouvait pas, car à ce moment-là, en touchant le couvercle métallique, une voix d'enfant murmura juste à côté d'elle, claire, trop près. « Tu m'as enfin trouvé. » Jean se retourna brutalement, rien à signaler, juste le carnet. Et c'est alors qu'il a réalisé une nouvelle page. Le carnet, rouvert tout seul, contenait désormais un dessin différent, une boîte enterrée. Et à l'intérieur, le bras d'un enfant tendu vers le ciel, comme pour implorer de l'aide. Ci-dessous, écrit en lettres tordues, « Je suis toujours là ». Jean ravala sa terreur. Lentement, elle souleva le couvercle métallique. L'odeur qui s'en dégageait était celle de la terre humide et du silence. À l'intérieur, enveloppé dans un vieux tissu, un petit uniforme scolaire parfaitement plié de 1988, une mèche de cheveux bruns, attachée par un ruban bleu, une chaîne avec un médaillon,
représentant une photo de Camille à l'âge de 14 ans. Et en arrière-plan, presque enfoui, un deuxième cahier, identique au premier. Mais celui-ci était fermé par un cadenas en fer, couvert de rayures, comme si quelqu'un avait désespérément essayé de l'ouvrir de l'intérieur. En ce moment même, la fissure dans le sol s'ouvrit brusquement avec un craquement sec, et quelque chose, venant de l'intérieur de la roche, poussa vers le haut, pas avec force, mais avec persévérance, comme une main qui tend vers la surface. La pierre vibra de nouveau, plus fortement cette fois, comme si quelque chose la poussait du poids d'un corps entier. Jean recula en titubant, le cœur battant la chamade, tandis que la fissure s'ouvrait en fines lignes irrégulières sur le sol, telles des racines noires s'étendant sous la surface. Madeleine a crié du haut des escaliers « Jean, sors d'ici !» Mais il n'a pas entendu. Ou plutôt, il a entendu autre chose. Un son provenant de l'intérieur de la fissure. Ça ne traînait pas en longueur, ce n'était pas du vent, c'était un rythme. Séquentiel, rythmique, 3 coups, cassé, 3 coups. Comme si quelqu'un essayait d'appeler, ou pour répondre. La même séquence que pour la porte, la même séquence que lors du dernier appel de Camille en 1988. Jean sentit sa gorge s'assécher. Il regarda la boîte où reposait le carnet verrouillé, lourd, presque palpitant. Le cadenas était vieux, déformé, mais encore solide. Il portait des dizaines, peut-être des centaines, de rayures, des rayures provenant de l'intérieur. Il le ramassa à 2 mains. Le métal était froid, incroyablement lourd pour un objet si petit. Et, pendant un instant, Jean eut l'impression absurde que le carnet était vivant, comme s'il respirait sous le cuir usé. Le murmure de fer. Lorsque ses doigts effleurèrent le cadenas, une voix ténue, rauque, enfantine, résonna dans sa tête. Et pas dans l'air, à l'intérieur. N'ouvrez pas, ne la laissez pas sortir. Jean s'est figé. Elle, qui était-elle? La fissure s'ouvrit avec un craquement sec, arrachant un morceau de pierre. La poussière s'éleva, le bois de la maison grinça comme si quelque chose le poussait par en dessous, et Madeleine dévala 2 marches en courant, terrifiée. « Jean, pour l'amour de Dieu, regarde-moi. On peut appeler quelqu'un, la police, n'importe qui, mais sors de là immédiatement. » Il leva les yeux. Mais à ce moment précis, quelque chose changea. Le vieux carnet, le premier, s'ouvrit tout seul. Une page se tourna violemment, comme déchiré par un vent intérieur. Et là, écrit à la main, avec des lignes tremblantes, une fille, enterrée, une femme agenouillée au sol, et derrière elle, une ombre. Sous le dessin, une seule phrase. Il n'y avait pas que Camille. Jean sentit son estomac se nouer. Une vérité cinglante lui transperça l'esprit. Camille n'avait pas disparu par accident. Quelqu'un l'avait retenue là, quelqu'un qui avait besoin qu'elle reste, et peut-être que j'en avais encore besoin. Ce qui était piégé. Le sol s'est soudainement effondré. Un morceau de pierre s'est soulevé comme un couvercle, révélant une cavité obscure, profonde, étroite, impossible à avoir été construite par la maison. Un tunnel. Madeleine s'est effondrée assise sur les marches, en pleurant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Jean s'approcha de l'ouverture. L'odeur qui s'en dégageait était épaisse, humide et humaine, une odeur qu'il reconnut grâce au dossier de police. Ça sent l'endroit où quelqu'un est resté trop longtemps. Les coups ont cessé, silence absolu, jusqu'à ce que quelque chose respire là-dessous. Jean inspira difficilement, comme des poumons rouillés par l'obscurité. Il pointa la lampe torche à l'intérieur. La lumière n'atteignit pas le fond, comme si l'obscurité était impénétrable. Et puis, 2 marques sont apparues sur le sol. Longues, parallèles, rayures récentes, comme des ongles qui tentent de grimper. Jean recula d'un pas, essoufflé. Et, sans réfléchir, il jeta un nouveau coup d'œil au carnet verrouillé. Le cadenas était maintenant ouvert. Sans bruit. Aucun impact. Pas de clé. Ouvrir. Le carnet s'ouvrit tout seul, les pages tremblant comme des ailes prisonnières. Un seul texte, écrit en lettres tremblantes, apparut sur la première page. Elle n'est pas morte en 1988. Madeleine s'est étouffée. Quoi? La page a tourné. Elle n'est jamais partie. Une autre page. Et elle n'était pas seule. Les fondations de la maison tremblèrent.
De la poussière tomba du plafond. Un son monta du tunnel, plus de respiration, mais des rires. Un rire ténu, enfantin mais usé, comme s'il venait de quelqu'un qui ne savait plus rire. Jean recula, mais ses pieds touchèrent l'uniforme scolaire à l'intérieur de la boîte. Quelque chose tomba de la poche du tissu plié, une étiquette métallique portant un nom, un numéro enregistré, 02. Jean sentit son sang se glacer. Si Camille était numéro 2, qui était numéro 1 et où en étais-je maintenant? C'est alors qu'une main souillée de terre, petite, humaine, vivante, émergea du trou, agrippant le bord avec une force désespérée. Ongles cassés, sang séché, et un bracelet bleu taché, le même bracelet que portait Camille le jour de sa disparition. La main s'éleva plus haut, et avec elle une voix faible, rauque, bien réelle, vivante. « Jean, sors-moi de là !» Le monde s'est arrêté. Camille était vivante, 14 ans plus tard, et elle était dans la maison tout ce temps, sous leurs pieds, sous la cave à vin, sous le secret. Jean tomba à genoux. Il ne pensait plus aux enregistrements, aux preuves, aux protocoles. Rien de tout cela n'avait d'importance. La main était là, vive, incroyable. Appel à l'aide. Camille. Madeleine, immobile sur les marches, porta sa main à sa bouche. Elle pleurait en silence, comme si son corps avait réduit sa voix au silence pour éviter de sombrer dans la folie. Jean toucha ses doigts, chauds, réels, et pendant une brève et brutale seconde, il ressentit quelque chose qu'il ne s'attendait jamais à ressentir à cet endroit. Espoir. La voix revue du passé. Camille, c'est moi. Jean. Sa voix était brisée. L'air tourbillonnait par le trou. La main resserra son emprise. Puis, avec un effort douloureux, un visage émergea à la lumière, sale, maigre, humide de larmes, les mêmes yeux bruns que la fille sur la photo du dossier de police. Mais maintenant, plus profondément, marqué par des années que personne ne devrait avoir à vivre dans l'obscurité. Camille cligna lentement des yeux, comme si la luminosité l'éblouissait. Ses lèvres gercées s'entr'ouvrirent. J'ai essayé de grimper, mais elle ne m'a pas laissé faire. Madeleine sanglotait. Qui ne l'a pas permis? Camille leva les yeux, terrifié, comme si la réponse était interdite, et il murmura « Numéro 1 ». Jean sentit le sol tourner autour d'elle. Numéro 1, antérieur, caché, plus vieux, la première victime, ou pire encore, le premier survivant. Elle n'était pas seule. Camille tenta de se hisser hors du tunnel, mais quelque chose à l'intérieur, lui agrippa les jambes. L'attraction était visible, violente. Camille a hurlé. Elle s'est réveillée parce que tu as ouvert la porte. Jean se jeta en avant, lui saisit les bras et la tira violemment. Madeleine courut, tomba à genoux à ses côtés et l'aida à se relever. Camille s'est avancée de quelques centimètres. Mais le tunnel commença à émettre un son grave et guttural, comme un animal qui prend une profonde inspiration avant d'attaquer. L'air se refroidit, terriblement froid. Et puis, un deuxième bras émergea des ténèbres, mince, trop grande. Teint grisâtre, ongles énormes, ce n'était pas celui de Camille, c'était le numéro 1, et elle a saisi violemment la cheville de la jeune fille. Camille poussa un cri de douleur si violent qu'il semblait déchirer toute la cave à vin. La maison dévoile ses origines. Le sol tremblait, les murs craquaient, la cave semblait vivante, comme si elle faisait partie de ce qui avait poussé sous terre pendant 14 ans. Jean, pris de panique, se souvint du premier carnet, du symbole. Du tunnel construit devant la maison, du mot répété, il n'y avait pas que Camille. Ce lieu n'était pas seulement un lieu de captivité, c'était une création. Quelque chose, ou quelqu'un, a maintenu Camille en vie là-bas. Et elle a conservé la première place. Madeleine a crié « Oh non, Jean, oh non !» Il tira. Le bras de Camille se releva, son épaule, sa poitrine. Mais soudain, la voix de numéro 1 résonna en arrière-plan, une voix rauque, inhumaine et traînante. « Elle est à moi !» Jean ressentit une terreur aussi ancienne que le tunnel lui-même, parce que cette voix ne ressemblait pas à celle d'une victime. On aurait dit quelqu'un qui ne voulait jamais partir.
Le choix impossible. Le corps ensanglanté de Camille glissa dans les bras de Jean. Elle le regarda droit dans les yeux, le suppliant. « Ne me laissez pas partir, ne me laissez pas retourner vers elle. » Et Jean comprit. Le numéro 1 n'essayait pas de s'échapper. Elle essayait d'empêcher Camille de partir. Car là-bas, au bout du tunnel, il ne peut en rester qu'un. Un survivant, un prisonnier, un successeur. Camille était la suivante. Si je partais, on laisserait le numéro 1 tranquille, ou il mourrait, ou alors, ça augmenterait. La maison trembla de nouveau. La main grise remonta, cherchant à atteindre Jean. Les doigts effleurèrent presque sa jambe. La cave à vin semblait sur le point de s'effondrer. Madeleine a crié « Jean, sois tu la séducte maintenant. Sinon tu n'auras plus jamais cette chance. » Jean prit une profonde inspiration, et il tira de toutes ses forces. Camille sortit du tunnel d'un bond désespéré. La main de numéro 1 s'est tendue dans le vide, et pendant une seconde a presque atteint Jean. Presque. Mais la roche s'est effondrée, refermant le trou dans un fracas assourdissant. Silence. Camille tomba dans les bras de Jean, inconsciente, mais vivante. Et la cave à vin redevint une simple cave sombre, sauf pour une chose. Au sol, au milieu de la poussière et des débris provenant de la fissure, gisait un nouvel objet, un bracelet pour enfant, avec un ruban rouge marqué du numéro 01. L'ambulance filait à travers les premières heures du matin, ses gyrophares se reflétant silencieusement sur les murs de pierre du village français. Personne dans les rues, personne à voir, comme si le monde avait décidé de ne pas en être témoin. Camille était allongée sur la civière, respirant difficilement. Sa peau était pâle, ses lèvres sèches, ses yeux mi-clos, mais le moniteur fixé à son doigt confirmait « vive ». Jean marchait aux côtés des ambulanciers, encore couvert de poussière et de saleté. Son uniforme était froissé, ses mains tremblaient. Le bruit du tunnel, les rires, les voix résonnaient encore dans sa tête. Madeleine est restée dans la maison et a appelé la police. Mais Jean savait. La police ne comprendrait pas. Je n'arrive pas à y croire. Le premier mot à l'hôpital de Reims, après des heures d'examen, de perfusion, de lumière vive et de questions chuchotées, Camille a ouvert les yeux pour la première fois. Jean était assise au bord du lit, épuisée, abattue, mais pleine d'espoir. Elle tourna lentement le visage, et il murmura « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Jean prit une profonde inspiration. 16 mars 2002. Camille cligna des yeux. Son regard se porta vers le plafond. Puis, j'avais 14 ans. Quel âge ai-je maintenant? Le silence pesait comme du béton. 28. Sa larme coula lentement, comme si elle avait oublié le chemin. Le monde qui a continué sans elle. Lorsque la police est finalement arrivée, Jean a raconté tout ce qu'il pouvait. La disparition, le tunnel, les objets, la boîte, l'ouverture dans le sol. Mais il a omis deux choses. Par la voix, la main numéro 1. Il savait ce que dirait le rapport. Hallucination induite par le stress. Les policiers sont interrogés Camille, mais dès la première question, elle a paniqué, hurlant, cherchant désespérément de l'oxygène et tentant de se cacher derrière la tête de lit comme un animal effrayé par la lumière. Le médecin est intervenu. Elle n'est pas prête. Traumatisme grave, et Jean réalisa, Camille était montée à l'étage. Mais elle n'était pas redescendue, pas encore. Une maison chargée d'histoire. Quelques heures plus tard, l'un des enquêteurs, Dubois, aborda Jean dans le couloir. « L'établissement où vous vous trouviez… » Il consulta un bloc-notes. Avant 1942, il appartenait à un pensionnat de jeunes filles. Jean s'est figé. Pensionnat. Fermé suite à des signalements d'élèves disparus. Rien de prouvé. Dossier perdu pendant la guerre. Pensionnat. Fille. Disparition. Numéro 01, numéro 02. Jean sentait que les pièces du puzzle s'assemblaient, mais pas en surface. Là-bas. Le premier message. Lorsque Jean est finalement retourné dans la chambre pour prendre des nouvelles de Camille, il l'a trouvée assise, recroquevillée sur elle-même, les yeux fixés sur la fenêtre sombre, sans expression. Il s'approcha lentement.
Camille, tu es en sécurité maintenant, c'est fini. » Elle tourna lentement la tête, comme si elle avait mal au cou. Et il prononça la phrase qui glaça l'air. « Ce n'est pas fini, elle est venue avec moi. » Jean sentit sa colonne vertébrale se briser en glace. « Camille? Qui? Numéro 1 ?» La jeune fille, devenue femme, leva le bras et montra son poignet. Là où auparavant, il n'y avait que des ecchymoses. Il y avait maintenant un bleu en forme de doigt. 5 marques violettes, une main. Camille murmura, presque inaudiblement. Elle ne veut pas être seule là-bas. Elle veut quelqu'un ici haut. Jean recula d'un pas, parce qu'à ce moment-là, la porte automatique de la chambre s'est fermée toute seule. Ne pas toucher, pas de vent, personne dans le couloir, et le moniteur cardiaque émit un seul son. Bip. Puis, le silence total. Les lumières vacillaient, et Camille, regardant la vitre sombre de la fenêtre, murmura. Elle nous regarde. Jean se tourna brusquement vers son reflet. Et il vit. Un instant. Peut-être moins. Derrière eux, dans le verre noir, la silhouette d'une fille. Maigre, pâle. Bracelet rouge, numéro 01. Le monde extérieur était silencieux. Mais le métro, il semblait qu'il avait suivi Camille. Pour la surface. L'hôpital s'éveilla enveloppé d'un brouillard pâle, si épais qu'il masquait même le parking. Un silence pesant, comme si l'atmosphère était suspendue dans le temps, comme si quelque chose attendait d'arriver. Camille n'était plus dans la pièce. Pas la jambe, même pas les draps. Pas cet écran-là. Le vide absolu, comme si cela n'avait jamais existé. Jean entra quelques minutes plus tard, accompagné d'une infirmière. Son pouls s'accéléra, son estomac se noua. « A-t-elle été mutée ?» demanda Jean, sachant déjà que la réponse était fausse. L'infirmière consulta son bloc-notes. Perplexe. Il n'existe aucune trace de transfert, ni d'admission. Jean sentit son corps se refroidir. « Que voulez-vous dire? C'est moi qui l'ai amenée. Vous l'avez examinée. Elle était juste là. » L'infirmière fronça les sourcils, méfiante. « Monsieur, aucun patient nommé Camille n'a été enregistré dans cet hôpital au cours des dernières 48 heures. » Le couloir semblait se rétrécir autour de Jean. 48 heures. Camille était montée, mais le monde, je ne l'avais pas enregistré, comme si elle appartenait encore à la clandestinité. L'objet impossible. Jean courut vers la réception. Il exigea des photos, des rapports, le moindre signe de la présence de Camille là-bas. Rien. Pas de vidéo. Aucun enregistrement. Aucune ambulance n'est arrivée. C'était comme si toutes les caméras avaient mal fonctionné la même nuit, sauf un. Image de l'entrée principale, presque entièrement recouverte de brouillard. Jean a demandé à revenir à l'heure exacte de son admission. L'agent de sécurité a appuyé sur lecture. L'image granuleuse montrait Jean entrant, seul, pousser une civière vide, sans Camille, sans corps, sans une ombre à ses côtés. Jean recula, la gorge nouée par les mots. C'est faux. Elle était avec moi. Je lui ai parlé, je l'ai touchée. L'agent de sécurité a mis la vidéo en pause, et à mesure que le contraste de l'image augmentait, quelque chose apparut sur la vitre de la porte automatique derrière Jean, la silhouette d'une jeune fille mince, bracelet rouge, tête inclinée. Numéro 01. J'observe. Sur papier de retour chez Madeleine, Jean entra une dernière fois dans la cave. Les murs étaient intacts, aucune fissure, aucune ouverture, rien qui puisse laisser penser à un tunnel. Comme si le sol n'avait jamais été touché. Mais là où le sol s'était brisé, il y avait maintenant une enveloppe blanche, avec votre nom. Les mains de Jean tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, un morceau de papier plié, une seule phrase, écrite d'une écriture enfantine. Maintenant, elle a quelqu'un là-haut, et, attaché au papier, un petit objet. Le bracelet bleu. Le bracelet de Camille, la descente finale. Jean sentit l'air lui quitter la poitrine. Une seule question, la seule qui comptait, lui traversa l'esprit. Si Camille montait, alors qui est resté là-bas? Avant qu'il puisse réagir, quelque chose craqua dans le plafond en bois. 3 coups. Table des matières. Table des matières. Table des matières. La même séquence,
Mais maintenant, venant d'en haut. Jean leva les yeux, paralysé, et il réalisa, avec une terreur absolue, le tunnel n'était plus souterrain. Le métro était monté avec Camille, déménagé à un autre endroit. Changement de direction. Maintenant, il était à l'étage, dans le monde des vivants, et quelqu'un ou quelque chose attendait. La porte du sous-sol claqua toute seule avec un clic sec, et de là-haut, une voix rauque, faible mais familière, a crié « Jean, monte, c'est ton tour !» L'écho final. Quelques jours plus tard, Madeleine signala la disparition de Jean. La police constata que la maison était intacte, sans aucune trace d'effraction. Rien n'avait été déplacé. À l'exception d'une chose dans la cuisine, un bracelet bleu, un bracelet rouge, et un troisième bracelet, vide, sans numéro, comme si on attendait le prochain. L'affaire a été classée comme disparition inexpliquée. Mais les villageois jurent parfois entendre 3 coups répétés à des portes fermées la nuit. Table des matières, table des matières, table des matières. Et puis, juste après, une voix féminine murmure « Je ne veux pas être seule. Si cette histoire vous a mis mal à l'aise, vous a fait réfléchir ou vous a donné l'impression que certaines portes devraient rester fermées, partagez-la. Parlez-en. Discutez de ce que vous pensez être réellement arrivé à Camille et à Jean. Les histoires comme celle-ci ne survivent que lorsqu'on les raconte. Peut-être que quelqu'un détient un indice, une théorie ou un secret similaire. Mais souvenez-vous, si vous entendez frapper 3 fois à la porte alors que vous êtes seul, réfléchissez-y à 2 fois avant d'ouvrir. Certaines vérités ne veulent pas être découvertes, et certains recoins cachés sont peut-être plus proches qu'il n'y paraît.